jungle, ils vivent de mauvais moments. Les montées et descentes sont difficiles. Plusieurs meurent sur le chemin d'un infarctus, de blessures ou de morsures. Pour découvrir ce qui attend Rosette lorsqu'elle reprendra son chemin vers le Canada, nous avons décidé de nous aventurer sur l'un des nombreux sentiers de la jungle du Darien. Les guides touristiques Wilberto et les passeurs Hector nous accompagneront. Ce dernier a exigé l'anonymat. Je suis un paysan et un muletier qui travaille sur la montagne. Les migrants passaient et je les retrouvais souvent perdus dans la jungle. J'ai commencé par les aider à se rendre au sommet de la montagne. Et maintenant, je le fais à plein temps. Les migrants partent au milieu de la nuit. C'est le meilleur moment pour déjouer les autorités. Pour assurer notre sécurité, il a fallu obtenir la permission du clan du Golfe, la mafia locale qui contrôle ce territoire. La traversée de la jungle peut prendre de 3 à 6 jours, ou plus encore. Tout dépend des conditions des sentiers et des passeurs. Si on marche à un bon rythme, on va arriver à la frontière dans 8 heures. Là, il y a un endroit pour dormir où normalement les gens campent. Sans passeur, impossible de savoir comment ni par où se diriger. C'est un saut dans l'inconnu. La vie du groupe est entre les mains de notre vie et du passeur. On vient de franchir la première étape. Souvent, les migrants sont très fatigués et on s'arrête une demi-heure avant le dîner. Il faut que les migrants montent encore 3 étapes de plus pour atteindre le sommet de la montagne. Plus la journée avance, plus la chaleur et l'humidité sont insupportables. Le long des sentiers, des vêtements abandonnés et des restes d'emballage laissés par les migrants. Si les gens ne se sentent pas bien, il faut les attendre. Il y a des guides qui imposent des rythmes effrénés aux migrants. Ils sont irresponsables. Les passeurs doivent être sur le qui-vive pour les animaux sauvages qui pourraient surprendre les migrants. Et les scorpions et serpents venimeux qui se cachent le long des sentiers. Progressivement, les degrés de difficulté augmentent. Les pentes deviennent de plus en plus inclinées. La pluie des derniers jours rend les ascensions difficiles. Si une personne souffre trop, il faut y aller doucement. Se reposer chaque 10 minutes et s'asseoir avec eux. Si on ne le fait pas, les gens peuvent mourir à cause de l'effort. Les morts restent sur la route. Ce sont les paysans qui enterrent les cadavres le long des sentiers. La frontière avec le Panama est encore loin. Les migrants qui atteignent la frontière du Panama, sains et saufs, sans se faire prendre par les patrouilles, sont soulagés. Ils ont survécu à la section la plus dangereuse de la jungle. Des passeurs colombiens ont pris ces images. Elles servent de preuve que les migrants ont été livrés, vivants, aux passeurs panamènes. Les clans du Golfe, les narcotrafiquants qui contrôlent la région, exigent ces preuves depuis la mort brutale de la jeune cubaine à Turbo. Wilberto, notre guide, connaît bien l'équilibre délicat qui conserve la paix dans ces territoires. El respeto mutuo. Sí, a veces se fijan condiciones y se trata de... Ces groupes armés
armée fixe parfois des conditions, et il s'agit de ne pas dépasser les limites, même s'il y a toujours une marge de manœuvre. Como te digo, Parfois, ils décident des routes et des sentiers que les passeurs doivent utiliser. Et cela se respecte. Comme ça, tout le monde travaille. pero esta ruta, esta no se puede utilizar en tanto tiempo y la gente vive como en armonía en ese lugar, todos trabajan. De retour à Capurganá, nous nous préparons à partir à nouveau. Un groupe de migrants africains traverse péniblement la jungle. Pour tenter de les rattraper de l'autre côté de la frontière, nous contournons la jungle via la mer des Caraïbes. Cette route est plus dispendieuse et plus utilisée par les migrants. Les contrôles migratoires se font à Oparitia, au Panama. Les rues de ces petits villages sont désertes. La fermeture de la frontière a limité les flots de migrants. L'an dernier, l'arrivée massive des migrants avait déclenché une urgence sanitaire. Parsemées le long du littoral, des îles habitées par des membres du peuple Kuna. Les villages sont proches des sites touristiques du Panama. Ces autochtones ont plusieurs fois sauvé la vie des migrants qui se sont égarés. C'est aussi par ici que la mafia chinoise fait passer ses clients qui payent les gros prix. Après des heures de navigation, nous atteignons la côte du Panama. Peu après l'arrivée, il faut se soumettre au contrôle routier. Toujours aucun signe du groupe de migrants africains. Nous poursuivons notre chemin vers le nord. Paso Canoas, une ville frontière partagée par le Panama et le Costa Rica. C'est une zone commerciale qui attire des gens du pays. C'est aussi la porte d'entrée des migrants en route vers la Le Costa Rica a ouvert des camps pour offrir un oasis aux réfugiés. Yolanda Sarabia est officiellement traductrice, mais elle est beaucoup plus que cela. Mais tu me vois maintenant comme ça. Mais vraiment, je suis sale. Mes vêtements sont sales. Et puis, sûr que je ne peux pas changer mes vêtements. Mais je ne suis pas comme ça, moi. Si tu me vois, je peux après prendre la douche, avoir des vêtements nouveaux. C'est différent, maman. Je sais pas, je sais pas une mauvaise personne. Je sais. C'est au point du nord du Costa Rica que nous trouvons des membres du groupe d'Africains qui ont traversé la jungle de peine et de misère. 15 jours. 15 jours dans les forêts. Il y a les gens morts. Il y a les autres familles qui viennent, tu vois, papa mort. On est resté avec les mamans, avec les enfants. Moi, j'ai vu une autre fille, un fille de 35 ans mort devant moi. Nous étions ensemble. Si je savais que ça a été comme ça, je ne pouvais pas venir. J'ai souffert. Mais on est arrivé déjà ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut continuer. Un homme d'Érythrée criait aux autres de l'abandonner. Il n'arrivait pas à continuer. Il avait décidé de se laisser mourir. Je crois qu'il est mort. Je ne conseillerais pas cette jungle à mon pire ennemi. C'est très dangereux. Des journées éprouvantes pour ceux qui s'occupent de ces migrants. Leurs histoires les démarquent indélébiles. Anteriormente nos comentaban que, por ejemplo, 3 personas de nacionalidad. Ils nous ont raconté comment 3 personnes d'origine indienne qui étaient dans la jungle du Darien se sont fait attaquer par des gens de la mafia qui les ont poignardés. C'est très difficile pour nous au niveau émotionnel parce qu'ils racontent ça avec beaucoup de sentiments dans leur cœur. Il faut se mettre à leur place. C'est très triste de les entendre raconter leurs histoires
et de savoir que plusieurs de leurs amis n'arrivent jamais jusqu'ici. Aussi que même les forêts, c'est mieux que retourner à la guerre. Ali est au Costa Rica depuis presque 3 mois. Son regard dévoile bien des sentiments parfois contradictoires qui l'accompagnent. Le courage, la peur, la douleur et la foi. Une partie de son cœur est restée à tout jamais dans la jungle où elle a laissé sa sœur. Elle est morte. Elle est noyée dans la rivière. Il n'y avait personne pour nous aider. S'il y avait quelqu'un qui pouvait bien la rattraper, nous on ne sait pas nager. Et puis il y a des gros rochers dans la rivière là-bas. On ne sait pas nager, on ne savait pas la rattraper. Et elle est partie comme ça, à 35 ans. Aline a pris sous son aile les enfants de sa sœur. Quand on pense à elle, ça nous donne, ça nous renforce. On s'est dit, on fait ça pour elle, en sa mémoire. Si elle était là, elle nous encourageait. Mais comme les conditions en Afrique ne vont pas changer demain, Aline et les autres migrants essaient de traverser la frontière avec le Nicaragua. Mais les passeurs rendent la tâche difficile. On nous dit, bon, voilà, on peut vous aider, mais il y a des gens, des passeurs. On arrive ici, j'ai tenté Nicaragua toutefois déjà. Donner de l'argent, on donne $300, $300. Les passeurs sont à nouveau protagonistes. Il nous a abandonné là, il est parti. Et puis, l'autre de devant disparaît, l'autre de derrière disparaît. On se retrouve au milieu. Le Nicaragua est devenu une étape difficile à franchir. L'argent qui commence à manquer rend la tâche encore plus complexe. Les familles en Afrique n'ont plus les moyens de les supporter. Les rêves canadiens se transforment parfois en cauchemars. Il reste 12 minutes. Après un arrêt de 2 mois, Rosette et Godet ont repris la route et ont affronté la jungle de Darien. La route est mouvante, je voudrais regarder ça. En sortant de la jungle, ils ont fait la route jusqu'au Costa Rica. C'est Godet, le mari de Rosette, qui a documenté la suite du voyage. Après avoir contourné le Nicaragua en bateau, la famille a traversé le Honduras. Ils ont ensuite franchi la frontière au Guatemala. Ici, c'est à Honduras, frontière Guatemala. Puis, ils ont continué leur chemin vers le Mexique. Arrivés à la frontière, ils ont traversé la rivière Suchiati en radeau. Nós estamos agora no México. Tijuana, une ville de 2 millions d'habitants située face à San Diego, en Californie. Des millions d'immigrants ont transité par cette région frontalière à la poursuite de leurs rêves. Une frontière non seulement protégée par un mur, mais aussi par des patrouilles américaines qui font les va-et-vient à longueur de journée. 4 mois après avoir quitté Sao Paulo au Brésil, Rosette et sa famille arrivent à Tijuana. La maison des migrants au sud du Mexique leur a donné de nouveaux vêtements pour remplacer ce qu'ils portaient depuis le début de ces voyages. Nous sommes arrivés ici à Tijuana, nous ne voulons pas aller à l'hôtel parce qu'il faut économiser. Le prix qui nous reste en main, nous ne savons pas comment serait la suite pour le Canada. Après avoir payé les passeports et les transports, l'argent commence à manquer. Le lendemain, la famille se lève tôt. La curiosité est trop forte. Ils se rendent à la frontière pour voir ces murs qui séparent les États-Unis du Mexique. Ce mur qui les sépare de leurs rêves. Le couple profite aussi du moment pour distraire leurs enfants, Pauline et Marie, et s'offrir un instant d'insouciance. Rosette et Godet veulent à tout prix éviter le poste frontalier américain, de peur d'être déportés. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un passeur qui peuvent coûter
jusqu'à 13 000 $. Mais Rosette ne perd pas espoir. Avec Godet, elle a décidé de bientôt partir pour Nuevo Laredo et traverser la frontière au Texas. À cet endroit, il n'y a pas de mur. Il faut se battre dans la vie. Il faut faire tous les moyens possibles pour s'en sortir, c'est ça même. J'ai déjà oublié tous les parcours, toutes les souffrances, je les ai déjà oubliées. Je vois maintenant les positivités, ce que Dieu m'a réservé. Rosette n'a pas regretté son choix. La famille a réussi à traverser la frontière illégalement à Laredo, au Texas, sain et sauf. Je fais la nourriture que nous allons manger à eux. Après avoir été placés en état d'arrestation, ils ont été relâchés. Après plus de 4 mois sur la route, la fatigue s'accumule. Vous ne connaissez plus les jours et la date. La prochaine étape, la ville de New York, puis celle de Plattsburgh. De là, ils pourront prendre un taxi jusqu'à la frontière canadienne. C'est sur la route vers Plattsburgh que nous avons rencontré Adam, un jeune Nigérien en route vers le Canada. I'm afraid. So you know what will happen. You should allow me to enter. Adam est arrivé à New York en avion muni d'un visa étudiant. Avant de quitter le Nigeria, il avait la ferme intention de se rendre au Québec. Il a même commencé à apprendre quelques mots de français. Like, comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle, j'habite. Bonjour, bonsoir. I think that's all I know. I don't know much. Arrivé à Plattsburgh, Adam est accosté par un chauffeur de taxi. You got a reporter, right? Yeah, no problem. How much tip? Huh? How much tip? It's 75. Le chauffeur prend une route de campagne qui s'arrête à la frontière. C'est ici que Adam traverse illégalement au Canada. Or the police or immigration, if you cross here, you're under arrest. You understand? Rosette et ses enfants ont finalement réussi à entrer au Canada. On vous dit comment et on vous fait entrer dans leur nouvelle vie tout de suite après cette pause. Après avoir parcouru près de 20 000 km, Rosette est enfin arrivée à la fin de la route des migrants. Quand je vois que je suis venue ici, donc je vois les miracles de Dieu. C'est courage, c'est Dieu, c'est pas moi. Je suis contente parce que je suis arrivée. Il est entré par le chemin de Roxane. Un centre de réfugiés de Montréal est devenu son premier foyer au pays. Je logeais dans un hôpital comme ça. Il y avait des chambres, l'hôpital Royal Victoria. Il y avait l'espace pour nous les immigrants. Il y avait beaucoup des immigrants. Alors, il fallait régler. Nous sommes dans la messe de l'immigration. Elle sait bien qu'elle et ses filles sont des survivantes et qu'elles peuvent maintenant tourner la page. Si Dieu fait grâce, je veux passer toute ma vie ici parce que je sais que mes enfants vont grandir ici. La petite, quand elle sera grande de 15 ans, après 10 ans, elle n'aura même pas l'idée de l'Afrique. Donc elle va grandir ici, elle va rester ici. Moi, je vais rester ici. Par contre, la route a laissé des séquelles, et pas seulement physiques et psychologiques. Notre problème, préoccupation est d'abord de faire réunir nos documents. Parce que quand on venait du Brésil jusqu'au Mexique, on avait vu des bandits à Pérou, où nos documents étaient perdus parce qu'ils ont pris les sacs, ils nous ont ouvert tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et nous n'avons pas de documents comme nous sommes ici, et qui nous montrent que nous sommes des Congolais. Et notre souci est d'abord de faire réunir, de voir comment est-ce qu'ils vont faire revenir nos documents. Comme la plupart des réfugiés qui arrivent au Canada, la famille a pu compter sur l'aide des organismes qui travaillent pour que les migrants reprennent leur vie. Ils nous aident, ils nous guident comment faire la vie d'immigration. Il faut aller
dans cet organisme pour demander l'aide, il faut aller chercher l'avocat, il faut faire ceci, faire cela. Montréal, sa nouvelle ville, est aussi belle que dans ses rêves. Jusque-là, nous sommes encore dans les débuts. Comme tout un débutant qui arrive dans un nouveau pays, les débuts, c'est toujours difficile. Il faut d'abord chercher à s'organiser, à mettre les enfants à l'école et à s'intégrer dans les rythmes du pays, voir comment est-ce que les pays marchent pour le marché de l'emploi, chercher de l'emploi, tout ça. En découvrant Montréal, la famille s'est trouvée un appartement. L'important, c'est un quartier calme où on reste calme, les enfants peuvent aller à l'école tranquillement. Nous aussi, on peut sortir n'importe quelle heure. C'est fini n'importe quelle heure. Je ne sais pas si c'est la culture occidentale. On ne se connaît pas, les voisins ne se connaissent pas. Chacun va sort de sa façon. Mais l'important, c'est que nous avons un endroit pour vivre. Rosette ne veut pas parler de politique. Elle voudrait oublier les dangers qui l'ont poussé à sortir de son pays et à prendre autant de risques pour arriver ici. Elle veut surtout se tourner vers l'avenir au Québec. Ici, il y a la liberté, il y a la démocratie, c'est bon. Mais différemment chez nous en Afrique, où il n'y a pas de démocratie, tout est désorganisé du point de vue politique. Les gouvernements africains qui ne savent pas bien gérer les pays. Rosette et son mari ont trouvé un emploi et ils ont abandonné l'aide sociale. Leurs filles vont à l'école et commencent à bien parler le français. Elle commence à apprendre, chaque fois elle me demande une chose qu'elle veut savoir en français, je lui explique. En anglais aussi, moi je connais un peu l'anglais. Et je l'explique aussi. Rosette et ses enfants marchent aujourd'hui sur le territoire sécuritaire. C'est ici que la route des migrants les a amenés. C'est ici qu'elle espère faire une nouvelle vie. La route des migrants est en elle-même un personnage à part entière, bien vivante et en constante évolution. Elle réagit aux événements, à l'environnement et aux personnes qui la fréquentent. Difficile de calculer la quantité de migrants sans papier qui ont traversé le continent américain jusqu'au Canada, puisqu'ils s'évitent des contrôles. Rosette attend toujours que les autorités canadiennes décident si elle et sa famille seront acceptés comme réfugiés. Si on refuse sa demande, elle sera obligée de retourner au point de départ. Seul le temps le dira. Au nom de toute l'équipe, on espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête. Le jour de l'an, c'est exclu, mais vous avez remarqué qu'aucun ministre n'ont pu s'éviter tout ça. Pourtant, le texte est bel et bien présenté lundi, alors quand la polémique enfle hier matin, le ministre de la Santé tente de déminer. Mais en coulisses, l'Élysée s'inquiète. Depuis mars, on a choisi la responsabilité plutôt que la coercition, glisse un proche du chef de l'État. Cette mesure, c'est le contraire de ce que l'on fait depuis le début. En revanche, du côté de Matignon, à l'origine du texte, on ne voit vraiment pas le problème. Ceux qui nous reprochaient de ne pas nous être préparés aux risques sanitaires nous reprochent aujourd'hui de le faire, s'insurge un proche du Premier ministre. C'est du buzz à pas cher. Le Rassemblement national a sorti la boîte à fantasmes et tout le monde a sauté dedans, à pieds joints. Pourtant, chez certains parlementaires, on reconnaît une maladresse de la part du Premier ministre. Il ne fallait pas introduire la question vaccinale, soupire un député de la majorité. Il y a de la confusion autour de ce texte, il n'y avait pas d'autre choix que de le retirer. Un couac qui n'arrange pas le gouvernement, au moment où il cherche à obtenir l'adhésion et la confiance des Français sur la question des vaccins. Une histoire de courage, de détermination et également de prouesse scientifique. Depuis
Depuis 2 ans, nous avons suivi la longue rééducation d'une artiste amputée de 3 membres qui apprend peu à peu à redessiner. Et pour la première fois en France, eh bien, elle a pu bénéficier d'un bras bionique ultra moderne. Après de très longues séances de travail, elle peut désormais entamer une nouvelle vie. C'est un reportage de Laetitia Legendre et Baptiste Leclerc. L'esquisse est encore timide, mais ce geste, Priscille Déborah en a rêvé durant des années. Pour cette artiste peintre handicapée, dessiner en commandant son bras bionique au moyen de la pensée est une immense victoire. C'est un peu encore tâtonnant, mais si je m'exerce tous les jours, par exemple, je me disais, je me donne 1 heure par jour où je bosse le dessin avec la prothèse, je pense que dans 1 an, on se revoit. Son travail acharné, nous l'avons suivi durant 2 années. En baissant les épaules, avec tous ses efforts pour apprivoiser cette nouvelle part d'elle-même. Ses espoirs, ses premières réussites. Yes. Quand la patience le dispute à l'enthousiasme. Fais gaffe quand même. Cette mère de famille a perdu ses 2 jambes et un bras dans un accident de la vie. Il y a 2 ans, elle a accepté de subir une lourde opération. Les chirurgiens ont réveillé plusieurs nerfs de son coude amputé et les ont reconnectés à différents muscles du bras, une première en France. Durant plusieurs mois, elle doit s'entraîner à l'aide d'un miroir, par exemple, afin que son cerveau acquiert de nouveaux automatismes. Quand nous la rencontrons, il y a 1 an et demi, elle réussit à guider à distance sa prothèse, fixée sur un socle, au moyen de la pensée. Là, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué, parce que comme la prothèse est à distance, du coup, c'est plus difficile à imaginer tout ça, quoi. Et on va aller en cuisine. En mars dernier, juste avant le premier confinement, Priscille est enfin appareillée avec une première prothèse. Ce jour-là, au centre de rééducation, elle prépare le repas. Essaye de te mettre en appui. Tous les mouvements qu'elle faisait auparavant, elle doit les réapprendre, les visualiser mentalement pour les reproduire. En fait, au moment des fêtes de Noël, j'ai invité la famille et des amis pour le réveillon, et c'était aussi un peu pour me faire des exercices pour la prothèse. Et du coup, j'ai fait des super plats hyper compliqués où j'ai passé en fait 10 jours en cuisine non-stop quasiment. Reste encore à coordonner ses gestes et sa force. Certes, il va manquer un petit peu de précision, un petit peu de dextérité, mais on voit quand même qu'elle peut l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Et ça, on ne s'attendait pas à avoir autant de résultats aussi rapidement. Une aventure technologique à laquelle participe aussi son prothésiste, qui accompagne Priscille depuis plus de 10 ans. Chaque mois, il fabrique de nouvelles emboîtures pour coller le plus possible aux muscles de sa patiente. Ce sont leurs mouvements captés par des électrodes qui activent la prothèse. Il faut donc être extrêmement précis. Et on s'est rendu compte il y a 1 mois qu'on avait mis 3 mm de trop de serrage. 3 mm de trop de serrage, du coup le muscle ne pouvait pas s'exprimer lors de la contraction et ça faisait des mouvements contradictoires. Et on a à 3 mm. 3 mm, même moins. Après 9 mois et 2 confinements, Tu fléchis, tu ouvres. Voilà, exactement. Donc tu l'as. Nous avons retrouvé la semaine dernière une équipe soulagée. Priscille a enfin obtenu tous les financements pour cette prothèse dernière génération, dont tous les doigts sont articulés. Là, par exemple, je ferme la main et par exemple, je tourne le poignet dans un seul des mêmes mouvements. Ou par exemple, là, je roule la main et en même temps, je vais par exemple tourner le poignet. De plus en plus, en fait, mon cerveau a appris en fait, à l'intégrer à mon corps. Et du coup, finalement, par exemple, là, je plie le coude, j'y pense même plus, quoi. Enfin, voilà, j'ai même plus l'impression de donner la commande, en fait. Une prouesse technologique qui a coûté près de 160 000 €, dont 30 000 financés par la Sécurité sociale. Ça va, le bras, là? Des entreprises, des associations, des particuliers ont financé les 130 000 € restants. Un bras bionique qui lui facilite la vie. C'est permettre de aussi changer l'image du handicap, voilà, d'arrêter avec ce côté diminué, atrophié, amputé, tout ça. Ben non, je suis une femme bionique au super pouvoir, c'est quand même vachement plus sexy, non? La rééducation est à présent terminée. Priscille Déborah va pouvoir se consacrer entièrement à sa famille, à la peinture. Malgré les difficultés pour trouver les financements, ces 2 années d'efforts permettent désormais aux patients handicapés d'envisager l'avenir plus sereinement. À 24 heures du réveillon de Noël, c'est la traditionnelle course aux cadeaux, mais pour ne pas vous
vous agglutinez dans les grands magasins, eh bien vous êtes nombreux à vous tourner vers Internet. Alors comment acheter en ligne, recevoir sa commande à temps pour Noël, tout en faisant travailler vos commerçants locaux? Eh bien beaucoup de petites enseignes se sont regroupées autour d'une plateforme commune de livraison. Pour quel résultat? Joanne Van Hove et Noé Salem. Commander une bûche de Noël tout en évitant les files d'attente masquées, c'est ce que propose ce grand chocolatier parisien. On a une cliente qui nous a commandé une bûche Santa Panifolia à 6 personnes et une boîte de chocolat. Une pâtisserie commandée le matin même via cette application. Soigneusement emballée, cette bûche va traverser les rues de Paris. Pour 4,90 €, 25 minutes plus tard, Je vous remercie. Herveline Fabre reçoit sa commande chez elle, sans stress et sans effort. Dans le contexte du Covid, j'aurais eu ni envie de prendre le métro, ni d'être dans un commerce avec plein de monde, avant de partir fêter Noël en famille avec mes parents. Le Covid a accéléré le développement de ces plateformes digitales réservées aux petits commerçants. Ce site regroupe 850 boutiques dans toute la France. Au départ, il a fallu aller convaincre les commerçants de se mettre au digital. On y est arrivé petit à petit. On a multiplié par 3 le nombre de clients et également par 2 le nombre de commerçants sur la plateforme. Être présent sur la plateforme, un investissement conséquent pour les commerçants. Ils doivent payer soit un abonnement de 300 € par mois avec une commission de 5% sur chaque vente, soit une commission de 25% par vente. Mais pour ce jeune fromager qui a ouvert en juillet, la vente en ligne est devenue une nécessité. Mandat, il est fondamental en fait de pouvoir diversifier aussi notre possibilité à capter une clientèle et à pouvoir générer du chiffre d'affaires. Une digitalisation qui désengorge les boutiques et rapporte entre 15 et 20% de clients supplémentaires à ces commerçants. Et justement, pour distribuer tous ces cadeaux, eh bien, nous allons évidemment compter sur lui. Le Père Noël qui vient justement de quitter son atelier situé, paraît-il, au nord de la Laponie. Alors malgré le Covid, pas question d'être en retard pour Noël. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a très officiellement attesté que le Père Noël était immunisé contre le coronavirus. Tant mieux. Une hotte pleine de jouets, oui, mais des cadeaux qui ont la plupart du temps été fabriqués en Chine. Et pourtant, les jouets français se font de plus en plus une place au pied du sapin. Si seulement un peu plus d'1 jouet sur 10 est made in France, ce chiffre est en forte hausse cette année, même si le prix, vous allez le voir, est parfois élevé. Maëlys Septembre avec Laura Paquez. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les jouets sous votre sapin? Du pôle Nord, bien sûr. Mais si l'on regarde l'étiquette, c'est plus souvent de Chine. Ah, c'est Chine. Il vient de Hong Kong. Pour trouver les jouets français, il faut bien chercher. France, Jura Toys, c'est fait dans le Jura. Voilà, donc, c'est bon. Dans cette chaîne de magasins, 16% des jouets vendus sont fabriqués en France, 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Comme ces peluches produites en Bretagne. Dans